On continue et on va parler maintenant de vitesse avec l'exercice 12, une voiture qui roule à 130 km/h. Donc si c'est une histoire de vitesse, souvenez-vous, vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Je vous conseille de faire ce tableau qui nous permet de nous en sortir dans toutes les situations, peu importe ce qu'on vous demande. Distance et temps. Alors vous choisissez des unités. Moi j'ai choisi une distance en kilomètres parce que c'est quand même une voiture qui roule sur autoroute. Par contre j'ai mis le temps en minutes. C'est toujours plus simple de se mettre dans une unité plus petite. Alors j'apprends qu'elle roule à 130 km/h, c'est-à-dire que la voiture fait 130 km en 1 heure, c'est-à-dire en 60 minutes. Bah oui, je m'adapte à l'unité que j'ai choisie. Et la question c'est pour faire 50 km, donc je mets ici 50, ici je mets un petit x. Et pour obtenir x, eh bien rien de mieux qu'un produit en croix. Et on trouve une valeur approximative de 23. Donc 23 minutes, puisque j'étais en minutes dans mon tableau. Je garde ce tableau pour faire la question 13, où là on nous dit qu'on met 1h25 environ pour faire 65 km, et je vous demande la vitesse. Vous allez me dire, il n'y a pas de vitesse dans ce tableau, mais c'est pas grave. Il suffit que je sache combien de kilomètres on fait en 60 minutes, et j'aurai la vitesse. Le bateau fait 65 km en 1h25. Attention, 1h25. N'écrivez surtout pas que c'est 1,25 heures. Pas du tout. 1h25, c'est 1 heure, donc 60 minutes, plus 25 minutes, c'est-à-dire 85 minutes. Et on cherche combien de kilomètres il fera en 1 heure, pour avoir sa vitesse. Un produit en croix. Et on trouve une valeur approximative de 46 km. Donc on pourra dire que la vitesse du bateau est d'environ 46 km par heure, c'est-à-dire en 60 minutes. On passe ensuite aux homothéties avec la question 14 où je vous demandais le rapport pour passer de la figure 1 à la figure 2. On part du centre de l'homothétie qui est le point O. Ici, si j'estime que ça c'est un cran, alors pour passer de ce centre à la grande figure, j'aurai 3 crans. Donc 3 fois plus, donc le rapport pour passer de la petite à la grande est de 3. Quel est le rapport qui me permet de passer de la grande à la petite ? Bien, regardez, j'ai une longueur qui fait 3, elle a été multipliée par combien pour faire 1? Eh bien, la réponse, c'est 1 tiers. Donc, le rapport qui permet de passer de la figure 2 à la figure 1 est de 1 tiers. Ensuite, question 15, où je vous demandais à quel pourcentage cette flûte de champagne est-elle remplie. Première constatation, on a un petit cône et puis on a un grand cône. Le rapport entre les deux, il est assez simple à trouver. Le petit a une hauteur de 5, le grand a une hauteur de 10, donc le grand cône est 2 fois plus grand que le petit, mais ça ne veut pas dire qu'elle est remplie à 50% de son volume. Je vous fais un énième rappel, si on a un rapport de 2, c'est que les longueurs dans le grand cône sont obtenues en prenant les longueurs dans le petit et en les multipliant par 2. C'est que les aires dans le grand cône sont obtenues en prenant l'aire équivalente dans le petit et en les multipliant par le rapport qui est ici 2 qu'on met au carré. Et ça veut dire que le volume du grand cône sera égal au volume du petit cône multiplié par le rapport, qui est ici 2, et qu'on met à la puissance 3. Donc, ça veut dire que le volume du grand cône, le volume total, est en réalité 2 puissance 3 fois plus grand, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8 fois plus grand. Ça veut donc dire que le flûte de champagne est rempli à 1/8 de son volume total. Et 1/8, ça fait 0,125, ou autrement dit 12,5%. Donc la réponse était que cette flûte de champagne est remplie à 12,5% de son volume total. C'était pas une question qui était si simple que ça. Pour réviser les équations, je vous demandais dans la question 16 de résoudre l'équation 7x-5 égale 1 - x. Souvenez-vous que le but est de ramener tous les x d'un côté et toutes les constantes de l'autre. Alors, comment fait-on pour ramener le moins x de l'autre côté? Eh bien, tout simplement en ajoutant x. Par contre, si je l'ajoute d'un côté, je l'ajoute de l'autre. Donc, ça va nous donner 8x moins 5 égale 1. Là, il n'y a plus rien d'autre à droite que le 1. Et le moins 5, comment s'en débarrasser à gauche? En ajoutant 5, tout simplement. Et si j'ajoute d'un côté, je l'ajoute de l'autre. Ce que je fais ici en violet, c'est des choses que vous devriez commencer à faire de tête maintenant, hein. Ça nous donne 8x égale, donc là, hop, ça disparaît, et ça nous donne donc 6, et ça nous donne x égale, alors là, comment je me débarrasse du 8? Il s'agit d'une multiplication par 8, donc je m'en débarrasse en divisant par 8, par contre, il faut le faire aussi de l'autre côté, et ça nous donne donc x égale 6 huitièmes. Et si on simplifie, 6 huitièmes, ça fait 3 quarts, et si on veut la valeur décimale, ça fait 0,75. Voilà la solution de l'équation. Dans la question 17, je vous demandais de résoudre l'équation 4x² plus 12x égale 0, en vous donnant une petite aide qui était de factoriser avant pour se ramener à une équation produit nul.
parce que ça c'est une équation que vous ne pouvez pas résoudre encore en troisième, trop compliqué, à moins que ce soit une équation produit nul. Et justement, ce qu'on va faire, c'est factoriser le membre de gauche de façon à avoir une multiplication qui vaille 0, et ça, on peut le résoudre. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun entre 4x carré et 12x? Bah déjà, il y a du x, et il y a mieux que ça, je sais que dans 12, il y a du 4 aussi, parce que 12, c'est 4 fois 3. Donc regardez, si je fais apparaître les choses, ça fait 4 fois x plus 4 fois 3 fois x. Maintenant, on va essayer de récupérer tout ce qu'il y a en commun à droite et à gauche. Ben, on peut récupérer 4 fois x ici et 4 fois x ici. Qu'est-ce qui nous reste une fois qu'on a récupéré 4 fois x, autrement dit 4x? C'était 4x fois quoi en fait? Bien là, il n'y a plus qu'à mettre ici tout ce qui n'était pas pris en compte, donc x plus 3 égale 0. Rapidement, si on redéveloppe 4x fois x, on va retrouver notre 4x carré, et 4x fois 3, on va retrouver notre 12x. Donc c'est bien la même chose, sauf que là c'est la version factorisée. Donc là on se retrouve avec quoi? Bah avec une multiplication, un bloc fois un autre qui donne 0, ça on sait résoudre. Donc là dans l'idéal vous citez la phrase un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, ce qui signifie que soit 4x égale 0, c'est-à-dire x égale 0 divisé par 4, c'est-à-dire 0, ou alors, on a x plus 3, c'est-à-dire l'autre membre ici qui vaut 0. Et ça veut donc dire que x égale moins 3. Voilà, on a donc deux solutions, soit x égale 0, soit x égale moins 3, ce sont les deux solutions de l'équation. Donc il y avait deux solutions, c'était 0 et moins 3. Et enfin, dernière question, là on passe sur les volumes et les conversions, je vous demande le volume total de cet aquarium. Le volume d'un pavé droit, il suffit de multiplier les trois dimensions entre elles, c'est-à-dire la largeur, la profondeur et la hauteur, ce qui nous donne un résultat de 101 250 cm3, puisque des centimètres multipliés par des centimètres et remultipliés par des centimètres, ça donne des centimètres cubes. Sauf que moi je vous demande en litres. Là il faut avoir recours au tableau de conversion. Voilà, donc j'espère que vous connaissez ce tableau par cœur. Je vous rappelle que la référence c'est 1 litre égale 1 décimètre cube. C'est donc l'endroit où il faut placer les litres. Ensuite vous continuez évidemment avec les décilitres, les centilitres, les millilitres. Ici, on avait un total de 101 250 cm3, donc on se place ici pour les centimètres cubes. On écrit dans le tableau qu'on en a 101 250. Et moi, ma question, c'est en litres, combien ça fait? Donc là, vous déplacez votre virgule dans la colonne des litres, qui est ici. Et là, on lit qu'on a 101,250 litres. Voilà, on a répondu à la question. Lorsqu'il est plein, cet aquarium contient 101,250 litres.